Salut à tous, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de la polémique à propos d'Éric Zemmour et de ses propos sur les élèves handicapés. Avant tout, je vous demande de vous abonner, de mettre les notifications et les pouces pour me permettre de vivre de ma chaîne. C'est parti. Et allez, je vous parle de cette dernière polémique à propos d'Éric Zemmour et des élèves handicapés. Alors, Éric Zemmour en visite dans une école en France, en province, je ne sais plus dans quelle ville. Il était en visite dans une école, donc il a parlé aussi de la situation des élèves handicapés. Et ses propos sont les suivants. Ces élèves-là ont besoin d'être dans des instituts spécialisés parce que ces élèves-là, leur niveau et leur incapacité à comprendre le programme forcément et tout, fait que euh, ils sont dépassés et donc du coup le fait de les mélanger avec les autres ça leur sert pas ni à eux ni aux autres ni aux profs et donc du coup il vaut mieux pour eux les mettre dans un institut spécialisé euh, et donc du coup là, il en est arrivé à conclure que l'obsession de l'inclusion qui pousse l'éducation nationale à les mettre dans des écoles normales, c'est une obsession qui est malsaine et qui ne conduit pas du coup à produire des résultats fiables. En gros, c'était ça l'idée qu'a développé Éric Zemmour. Donc ça a fait un tollé, ça fait plusieurs jours même que ça fait cette polémique comme ça, qui fait que ça va dans tous les débats, dans tous les plateaux télé, partout. Et donc je vais en profiter pour vous parler de mon expérience professionnelle, puisque j'ai moi-même exercé le métier d'AESH pendant 2 ans pour une élève qui était en lycée. Et même si c'est malheureux à dire, mon expérience me permet de confirmer en partie ce que dit Éric Zemmour, parce que accompagner un élève en situation de handicap, c'est une mission extrêmement compliquée. En, en tout cas, il faut quand même savoir que les handicaps sont de nature différente les uns des autres. Donc, c'est quand je parle de mon expérience avec l'élève que je suivais, cette expérience-là n'est pas valable pour tous les autres élèves handicapés suivis par d'autres AESH. Mais il y a quand même quelques grandes lignes qui sont, à mon avis, valables pour tous les élèves handicapés. C'est que, enfin, pour tous, pas forcément. Enfin, ça, en tout cas, c'est une tendance qu'on peut dégager. Euh, c'est une tendance qu'on peut dégager, je pense. Il faut savoir que les élèves handicapés, donc accompagnés d'un ESH, prennent plus de temps pour arriver au même résultat que les élèves, en tout cas pour ceux qui sont capables de s'adapter à une classe, pour les élèves qui sont capables de s'adapter à une classe, ils prennent plus de temps peut-être que les autres pour obtenir le même résultat, même s'ils finissent par obtenir le résultat et par comprendre ce qu'on leur dit et tout, ça leur demande plus de temps. Et il y a toute une logistique autour du fait que comme vous êtes une personne supplémentaire, quand vous êtes à ESH, vous êtes une personne supplémentaire dans la classe, donc il y a toute une logistique à avoir avec le prof et donc, du coup ça prend de l'énergie et de la place euh, pour l'élève handicapé en particulier par rapport au reste de la classe, etc. Donc ça crée une dynamique comme ça de classe qui est différente que s'il y avait uniquement des élèves valides qui sont tous quasiment pareils, tous les mêmes, qui en plus en fonction des territoires, les élèves sont sociologiquement issus du même milieu en général, etc. Donc ça crée une dynamique comme ça, où il y a une partie de l'énergie de la classe, comme ça, qui tourne autour de l'élève handicapé, qui est pris en charge, déjà. Et moi, ce à quoi j'ai été confrontée, moi, l'élève que j'avais été au lycée, et ce à quoi j'ai été confrontée, c'est que souvent, enfin, en tout cas, c'est largement possible à cause du manque de moyens. À cause du manque de moyens, l'élève accumule les lacunes et les difficultés sur toute sa scolarité avant le lycée. Donc du coup, on a affaire à un élève qui arrive au lycée, qui a en fait un peu plus de lacunes que les autres parce que lui, ça a été plus difficile. Peut-être il y a eu plusieurs AESH qui se sont succédés, qui n'avaient pas forcément tout le niveau pour, etc., etc., parce qu'il y a eu problème de formation des AESH. Peut-être certaines sont parties en cours d'année, peut-être, vous voyez. Et donc vous avez un élève qui arrive comme ça au lycée avec des lacunes qui sont absolument énormes. Et donc si vous êtes à ESH, vous devez donc l'aider à avoir déjà ne serait-ce que le cours, qu'il puisse avoir le cours, le lire, l'apprendre, etc. Et vous, en tant qu'AESH, vous devez après, derrière, si vous avez le niveau, pallier les lacunes de l'élève, qui a accumulé les lacunes de toute sa scolarité d'avant,
maternelle et primaire, collège et fin de collège. Et alors que vous ne savez pas vous ne savez pas en tout quel est le parcours de l'élève, donc déjà il faut s'acclimater, il faut demander à l'élève, aux parents quel a été le parcours avant. Après vous vous apercevez que ça a été compliqué avant, donc du coup ça a été, vous avez affaire à une élève comme ça qui a des difficultés scolaires et qui en plus donc du coup quand vous êtes à cet âge, vous n'avez pas juste à ce stade-là juste le rôle de prendre le cours et de le lui laisser. Vous avez affaire à une élève qui, en plus, ne comprend pas forcément tout ce qui lui est raconté. Et donc, vous êtes confronté à une élève à qui vous devez expliquer déjà quasiment tout ce qu'elle ne comprend pas, c'est-à-dire beaucoup de choses plus que les autres. Et du coup, ça crée une dynamique défavorable euh, pour vous ou pour l'élève parce qu'en fait, les gens ont l'impression que cette élève est avantagée par rapport aux autres parce qu'elle a un prof bis, en gros, qui lui explique ce qu'elle comprend pas. Alors que les autres n'ont pas d'accompagnement, donc ils se débrouillent tout seuls. Éventuellement, ils demandent aux profs, ils demandent aux amis, ils demandent aux parents si les parents peuvent, ils demandent à qui ils peuvent. Mais en gros, ils n'ont pas l'accompagnement et ils n'ont pas la personne en direct qui lui explique, qui leur explique en temps réel qu'est-ce que veut dire ce mot-là, pour expliquer. Donc vous retrouvez devant l'élève à expliquer à l'élève ce qu'il n'a pas compris. Et l'élève, du coup, se retrouve avec un avantage par rapport à tout le reste de la classe, puisque aucun autre élève n'a d'AESH pour lui expliquer en direct live le cours que le prof est en train de prononcer. Vous n'êtes pas sûr, en plus, derrière que l'élève comprend ce que vous dites. Donc, l'élève rentre chez lui avec son cours et votre explication. Il revient, vous l'accompagnez au contrôle. Et les contrôles, en général, euh, l'élève n'a pas forcément plus compris que quand il était court, donc l'élève peut être en train de rater le contrôle. Vous ne pouvez pas évidemment lui donner les réponses parce qu'il est censé avoir appris, donc il est censé être autonome. Donc moi je ne donne pas les réponses, je ne donne pas l'explication. Euh, Par contre, je me retrouve à éventuellement expliquer les questions parce que l'élève ne comprend pas les questions. Donc c'est qui donne aussi un avantage à cet élève-là par rapport aux autres qui sont devant leur feuille, etc., etc. Donc ça crée une dynamique négative envers l'élève handicapé parce que tous les autres n'ont pas d'accompagnement pendant les contrôles non plus. Donc si vous voulez, vous vous retrouvez donc avec un élève handicapé qui a accumulé les difficultés et qui en plus a des difficultés de socialisation. Déjà, la personne elle-même a des difficultés de socialisation parce que en tant qu'élève en situation de handicap, il ne comprend pas forcément les codes de la socialisation. Mais en plus, ce qui aggrave son cas, c'est que comme elle a quelqu'un qui l'accompagne, les autres élèves ont l'impression qu'elle est avantagée par rapport à eux. Donc, et qu'en plus, comme elle a des mauvaises notes, non seulement elle est avantagée, euh, mais en plus, elle ne comprend pas ce qui lui est dit. Donc, en plus, ça donne l'impression qu'elle travaille pas. Enfin, en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. C'est un cercle vicieux pour cet élève qui vit les choses un peu difficilement. Mais il y a effectivement une dynamique de classe, une dynamique avec un élève handicapé, et ça crée une dynamique auquel les autres élèves, à laquelle les autres élèves doivent s'habituer. Mais ce que Éric Zemmour sous-tend, c'est que ça gêne tout le monde, ça gêne les autres, donc les élèves handicapés doivent être mis ailleurs, placés ailleurs, et que ça gêne moins les autres. Moi, je réponds à Éric Zemmour en tant que personne qui a exercé le métier d'AESH que ce qu'il faut, c'est mieux payer les AESH pour avoir des meilleurs profils de gens qui viennent travailler pour être AESH, parce que le salaire des AESH, c'est le seuil de pauvreté en France. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas attirer des profils intéressants dans ce métier-là, qui auraient le niveau pour permettre aux élèves d'avoir le niveau, de lever comme ça le niveau des élèves. Donc il faut augmenter la rémunération des AESH. Et moi, quand j'ai exercé ce métier, c'était il y a déjà plusieurs années. Et je ne comprends pas pourquoi cette rémunération fait toujours débat aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a toujours pas été augmenté depuis que je suis partie de ce métier. Blanquer, là, franchement, Blanquer, il met ce sujet-là tout le temps. Blanquer, il dit oui, il faut augmenter, il faut augmenter, il faut augmenter. Il passe son temps à dire ça.
Et ça n'est jamais fait, quoi. Ça n'est jamais fait. Et donc voilà, moi je dis, il faut former mieux les AESH et il faut payer mieux les AESH. Et c'est comme ça qu'on augmentera le niveau. Comme ça, en augmentant les salaires, on aura des profils de gens intéressés et intéressants. Et puis la formation des AESH, il faut savoir que ceux qui forment les AESH, ce sont des anciens AESH qui ne veulent plus exercer eux-mêmes parce que c'était trop dur et qui deviennent formateurs pour ça. Donc il va falloir aussi se poser la question de qui forme les AESH. Est-ce qu'on prend des gens qui sont vraiment intéressés par les questions de handicap par le fait de former? Ou est-ce qu'on prend des anciens qui veulent plus exercer parce que c'est pas assez rémunéré, c'est trop dur, les profs ne soutiennent pas beaucoup. Il faut savoir aussi que les profs ne soutiennent pas beaucoup les AESH. Alors nous on est là pour les dédonner du boulot d'aider les handicapés, ça les aide bien d'avoir des AESH pour pas avoir à faire ce boulot-là. Mais une fois qu'on est là, on est très peu valorisé par le prof. Il faut savoir, on n'est pas respecté par les profs. C'est clair et net. Et il faut aussi que les parents participent à augmenter le niveau, etc., etc. Et souvent, les profs aussi ont très peur des parents des élèves handicapés qui sont souvent des parents impliqués et inquiets. Et donc les profs, en fait, en général, pour se dédonner, remettent la responsabilité de la prise en charge de l'élève sur l'AESH. Ça les arrange bien. Alors ça les arrange bien non seulement au niveau du travail, mais ça les arrange bien aussi au niveau de la responsabilité. Ça leur permet de se dédouaner de la responsabilité devant les parents, de se dédouaner sur les AESH. Et après, de ne pas, en fait, après de ne jamais rien proposer tout le reste de l'année. De ne jamais rien dire, rien proposer pour prendre en charge l'élève en question tout en faisant semblant d'être inquiet pour l'avenir de l'élève. Donc ça, il va falloir. Et les discussions sont jamais. Il n'y a pas de dialogue en fait. Le dialogue est très peu fiable quoi. On ne sait jamais qui soutient pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis ciao. À la prochaine.